Ma sœur m'a envoyé un texto, laisse maman et papa emménager avec toi. Ils ont vendu leur maison pour régler mes dettes. Ensuite, elle a affirmé que c'était simplement la famille qui aide la famille. Alors j'ai répondu, c'est drôle, ça veut toujours dire que c'est moi qui t'aide. Le texto est arrivé à 20h47, un vendredi. Je terminais de dîner, mon téléphone posé face contre le comptoir de la cuisine. En effet, j'essayais de prendre au moins un repas sans vérifier mes messages toutes les 5 minutes. Quand j'ai enfin regardé, il y avait 3 textos de ma mère, ton père et moi devons te parler de quelque chose d'important. Nous avons dû prendre une décision difficile. Nous avons vendu la maison pour rembourser les dettes de Madison. Nous emménageons chez toi demain. Nous serons là pour midi. J'ai lu les messages 3 fois, mon cerveau refusant de traiter les mots dans un ordre logique. Ils avaient vendu leur maison pour payer les dettes de ma sœur, et ils allaient emménager chez moi demain, sans même le demander. Pas de « pouvons-nous rester avec toi quelque temps ?» Ni de « serais-tu prête à nous aider pendant cette période difficile ?» Juste une simple affirmation, livrée par texto, avec un préavis plus court que celui qu'on donnerait pour un déjeuner. J'ai regardé autour de ma petite maison de 2 chambres. C'était celle que j'avais achetée il y a 18 mois, après des années d'économie, de budget serré, et de sacrifices. C'était le premier endroit qui ait jamais été vraiment à moi. Un sanctuaire, que j'avais créé spécifiquement pour avoir un espace loin de ma famille chaotique, et de leurs exigences constantes. Ils s'attendaient à emménager demain. Mes doigts ont bougé avant même que mon cerveau ne comprenne vraiment, tapant une réponse qui semblait venir de quelqu'un d'autre, je viens de vendre la mienne, moi aussi. J'ai appuyé sur envoyer. Ensuite, j'ai immédiatement ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à chercher des vols. J'ai trouvé un vol de nuit pour Portland, dans l'Oregon, partant à 23h30. Je l'ai réservé. Un aller simple, sans date de retour. Puis, j'ai commencé à faire mes valises. La partie logique de mon cerveau hurlait que c'était de la folie. Elle me disait que je ne pouvais pas simplement abandonner ma maison, mon travail, et ma vie entière à cause d'un texto. Mais, une partie de moi plus profonde, plus viscérale, savait que c'était la seule solution. Si mes parents se pointaient demain et me trouvaient ici, je ne serais jamais libre. Ils me feraient culpabiliser pour que je les laisse rester temporairement, ce qui deviendrait vite permanent. Madison suivrait peu de temps après, avec ses créanciers et son chaos. Ma maison deviendrait leur maison. Et je serais piégé dans cette même dysfonction familiale, celle que j'avais passé ma vie d'adulte à fuir. Alors, j'ai préparé 2 valises de vêtements, pris mon ordinateur portable, et mes documents importants, ainsi que les albums photos qui comptaient vraiment pour moi. Tout le reste pouvait rester là, ou être géré plus tard. Je trouverai une solution une fois que j'aurai pris de la distance, et que j'y verrai plus clair. Mon téléphone a sonné à 21h02. C'était Madison. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale, mais elle a rappelé immédiatement. Puis encore. Au 4e appel, j'ai décroché. Qu'est-ce que tu veux dire par tu as vendu ta maison, bon sang? La voix de Madison était si forte que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Exactement ce que j'ai dit. Je l'ai vendu. Tu mens. Tu ne peux pas vendre une maison aussi vite. Tu fais juste ta dramatique. Parce que tu es en colère que papa et maman emménagent chez toi. Je ne fais pas ma dramatique. Je l'ai vendue il y a 3 semaines. La vente s'est conclue hier. Les acheteurs en prennent possession vendredi. C'était un mensonge. Je n'avais pas vendu la maison, mais Madison n'avait pas besoin de le savoir. Ce qu'elle devait savoir, c'était que son plan, et je ne doutais pas une seconde que tout cela venait d'elle, pas de mes parents, avait échoué. Il y a 3 semaines. Pourquoi vendrais-tu ta maison il y a 3 semaines? Parce que je déménage dans l'Oregon. J'ai reçu une offre d'emploi. Un meilleur salaire, et de meilleures opportunités. Je prévois ça depuis des mois. Encore un mensonge, mais il glissait facilement sur ma langue maintenant. Parfois, la meilleure défense contre le chaos familial, c'est un mur de fiction qu'ils ne peuvent pas pénétrer. Tu n'as jamais parlé de déménager dans l'Oregon. Pourquoi l'aurais-je fait? Nous nous parlons à peine. Madison? Je ne te dois pas de compte-rendu sur mes projets de vie. Mais où maman et papa sont-ils censés aller? Ils ont vendu leur maison parce que tu avais promis de les héberger. Je ne leur ai jamais rien promis.
Ils m'ont envoyé un texto à 20h47 ce soir. Ils m'y informaient qu'ils emménageaient demain. Ce n'est pas une demande. C'est une exigence. Et je ne réponds pas bien aux exigences. C'est tellement égoïste. Ce sont tes parents. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide parce qu'ils continuent de te sauver de tes propres désastres. Combien ont-ils payé cette fois-ci? Madison, 50 000. 75 000 euros? C'était quoi cette fois? Des cartes de crédit. Une entreprise ratée. Des dettes de jeu, c'est compliqué. C'est toujours compliqué avec toi. Et ça se termine toujours par maman et papa sacrifiant tout pour réparer tes erreurs. Tandis qu'on attend de moi que je ramasse les pots cassés. Pas cette fois. Où sont-ils censés vivre, Ashley? Ils vendent leur maison. Ils n'ont nulle part où aller. Ils se débrouilleront. Ce sont des adultes. Peut-être qu'ils peuvent emménager avec toi. Puisque c'est toi qui as créé cette situation. Je n'ai pas de place. Je suis dans un appartement d'une seule chambre. Alors j'imagine que tu vas devoir faire preuve de créativité. De mon côté, j'embarque dans un avion pour Portland dans 2 heures, et je ne reviendrai pas. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai bloqué son numéro, puis j'ai bloqué ceux de mes parents également. S'ils voulaient me joindre, ils devraient m'envoyer un email. Ainsi, je pourrais les ignorer à ma guise. Cette réaction était extrême, mais en même temps plutôt compréhensible. Vous avez tout de suite opté pour le départ. Pensez-vous avoir agi par lucidité ou par panique? J'ai l'impression que c'est un peu des deux. Vous connaissiez leur façon de faire, mais la rapidité de la réaction montre que vous gardiez ça en vous depuis longtemps. Le fait que vos parents annoncent simplement qu'ils emménagent, c'est de la folie. Pourquoi n'ont-ils pas posé la question d'abord? Mon avis là-dessus, ils ont probablement toujours supposé que vous diriez oui, alors ils ont carrément sauté cette étape. Le fait que Madison vous blâme instantanément est très révélateur. Pensez-vous qu'elle s'attendait réellement à ce que vous arrangiez encore tout, ou bien paniquait elle simplement? On dirait qu'elle a l'habitude d'être sauvée. Elle a donc présumé que vous seriez la prochaine sur la liste. Mentir sur la vente de la maison, c'est malin, efficace à court terme, mais risqué. Les heures qui ont suivi ont été un tourbillon d'activités. J'ai appelé ma meilleure amie, Nathalie, la seule personne à qui je confiais la vérité sur ce qui se passait. Tu fais quoi? La voix de Nathalie était incrédule, mais sans jugement. Elle connaissait ma famille depuis assez longtemps pour comprendre. Je pars ce soir. Un aller simple pour Portland. J'ai juste besoin que quelqu'un sache où je suis, au cas où il se passerait quelque chose. Ashley, es-tu sûr de toi? Je veux dire, je te soutiens, mais c'est énorme. Ton travail, ta maison. Tout. Mon travail me détruit à petit feu depuis 2 ans. De plus, je postule à des offres de télétravail depuis des mois. Je peux travailler de n'importe où. La maison. J'ai jeté un œil au salon que j'avais peint moi-même, ainsi qu'aux meubles que j'avais choisis avec soin. La maison, je peux la louer, ou la vendre pour de bon plus tard. Pour l'instant. J'ai juste besoin de ne pas être là quand ils arriveront demain pour s'installer. De quoi as-tu besoin de ma part? Peux-tu passer voir la maison dans quelques jours? Assure-toi qu'ils ne sont pas entrés par effraction. Ou un truc de fou de ce genre. Je te paierai. Tu ne vas pas me payer. J'irai vérifier. Et Ashley, je pense que tu prends la bonne décision. Ta famille te pompe toute ton énergie depuis des années. C'est peut-être ce qu'il te faut pour enfin te libérer. J'ai donné à Nathalie mon double des clés et le code de l'alarme, ainsi que la permission de gérer tout ce qui pourrait survenir. Ensuite, j'ai fini de faire mes bagages, j'ai chargé ma voiture, et j'ai conduit jusqu'à l'aéroport. Le vol de nuit était à moitié vide. J'ai eu une place côté hublot. Là, j'ai regardé les lumières de la ville disparaître sous mes yeux, me sentant à la fois terrifié et libéré. Je venais de faire exploser toute ma vie. Le tout, basé sur un texto, et une série de décisions impulsives. Cependant, je venais aussi d'échapper à un piège. Un piège qui aurait détruit ce qu'il me restait d'indépendance et de stabilité financière. Mon téléphone, que j'avais brièvement rallumé avant le décollage pour prévenir Nathalie que j'étais bien arrivé à l'aéroport, affichait 23 appels en absence. 15 de Madison, et 8 de ma mère.
Il y avait aussi une série de textos, que je n'ai pas lus au-delà des aperçus visibles sur l'écran de verrouillage. Comment as-tu pu nous faire ça? Ton père est dévasté. Nous t'avons mieux élevé que ça. Tu te montres incroyablement égoïste. J'ai éteint complètement mon téléphone et les fourré dans mon sac. Il pouvait être dévasté, et me trouver égoïste autant qu'il le voulait. J'en avais fini de m'immoler par le feu juste pour les tenir au chaud. Portland était grise et sous la bruine quand j'ai atterri à 6h30 du matin. Je n'étais jamais allé dans l'Oregon auparavant. Je n'y avais aucune attache. Aucun emploi de prévu. Aucun appartement qui m'attendait. Juste 2 valises, et un besoin désespéré d'être n'importe où, du moment que ce n'était pas à distance de route de ma famille. J'ai pris un VTC jusqu'à un hôtel près du centre-ville, me suis enregistré, et je me suis effondré de fatigue pendant 6 heures. À mon réveil, j'ai commandé le service d'étage. Enfin, je me suis permis de réfléchir à ce que j'avais fait. L'attaque de panique m'a frappé vers 15 heures. J'étais assise sur le lit d'hôtel, mangeant des pâtes hors de prix. Soudainement, j'étais incapable de respirer, alors que l'ampleur de mes choix s'abattait sur moi. J'avais abandonné ma maison. Mon employeur me virerait pour absence injustifiée quand je ne me présenterais pas demain. Ma famille pensait probablement que je faisais une dépression nerveuse. Et c'était peut-être le cas. Mais, sous cette panique, il y avait autre chose. Un sentiment plus léger, comme si un poids immense venait de disparaître. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne budgétisais pas pour le prêt d'urgence dont Madison aurait besoin. Ni pour la faveur que mes parents exigeraient inévitablement. Je ne jouais plus le rôle de la fille responsable. Et ce, tout en regardant ma sœur vider nos parents de tout ce qu'ils possédaient, sans jamais faire face aux conséquences. J'étais libre. D'une façon terrifiante, mais totalement libre. Au cours de la semaine suivante, j'ai tout reconstruit à partir de zéro. J'ai trouvé un appartement meublé, loué au mois, dans un quartier calme. J'ai postulé pour des emplois en télétravail, et j'ai obtenu 3 entretiens en l'espace de quelques jours. J'ai commencé à explorer Portland, découvrant des cafés, des librairies, et des sentiers à travers les forêts. Ces paysages faisaient paraître ma ville natale du Midwest bien terne en comparaison. Nathalie m'a envoyé des nouvelles par email, que j'avais débloquées spécialement pour l'occasion. Vos parents sont arrivés chez toi à 11 heures, comme ils l'avaient dit. Ils ont essayé d'ouvrir la porte, ont vu que c'était verrouillé. Et ont sonné pendant 20 minutes. Ta mère m'a appelé. Je suppose qu'ils ont trouvé mon numéro dans tes contacts d'urgence. Elle m'a demandé si je savais où tu étais. Je leur ai dit que tu avais déménagé dans l'Oregon pour un travail. Ton père m'a traité de menteuse. Ils sont partis vers 13 heures. Madison est passée chez toi aujourd'hui. Elle a essayé de me convaincre de lui donner la clé. Pour qu'elle puisse vérifier comment c'était à l'intérieur. Je lui ai dit non. Elle a menacé d'appeler la police, et de signaler une effraction ou un truc du genre. Je lui ai dit d'y aller. J'ai précisé que j'avais une autorisation écrite de la propriétaire. Elle est partie. Furieuse. Ta mère m'a rappelé. Elle pleurait. Elle disait qu'ils ne savaient pas quoi faire, que la conclusion de la vente de leur maison est prévue dans 2 semaines. Et qu'ils n'ont nulle part où aller. Elle a demandé si tu avais laissé des informations sur l'endroit où tu te trouves dans l'Oregon. J'ai répondu non. Elle a demandé si j'avais un moyen de te contacter. J'ai répondu non. Je suis une très mauvaise menteuse. Ashley. Donc elle sait probablement que je mens, mais je n'ai pas craqué. J'ai envoyé à Nathalie un paiement généreux via Venmo, accompagné d'une note, pour l'aider à gérer mon chaos. Tu es la meilleure amie qu'on puisse rêver d'avoir. Elle m'a renvoyé l'argent avec un message, je ne veux pas de ton argent. Je veux que tu sois heureuse et libre. Reste dans l'Oregon. Construis-toi une nouvelle vie. Ne reviens pas, 2 semaines après mon départ, j'ai reçu ma première offre d'emploi en télétravail. Un poste de rédactrice technique, 100% à distance, et mieux payé que mon ancien travail. J'ai accepté immédiatement. On dirait un point de rupture qui couvait depuis des années. Votre départ du jour au lendemain? Pensez-vous que c'était la seule façon de briser enfin le cycle, ou juste la plus rapide? Honnêtement, cela semble extrême. Toutefois, on ressent bien que vous saviez qu'un simple non n'aurait pas suffi. Le fait que vos parents se soient pointés malgré tout prouve quelque chose. Pourquoi n'ont-ils pas remis cela en question,
ou du moins chercher à confirmer. Pour moi, cela indique d'abord qu'ils avaient l'habitude de piétiner complètement vos limites. La réaction de Madison est prévisible. Pensez-vous qu'elle vous a un jour considéré comme une personne à part entière, ou juste comme un plan de secours? On a l'impression que vous faisiez partie de son filet de sécurité, mais pas de sa famille. Le mensonge concernant la vente de la maison a fonctionné à court terme. Cependant, mes parents ont fini par comprendre comment m'envoyer un email. Les messages ont commencé à arriver environ 3 semaines après mon départ. De la part de maman, Ashley, s'il te plaît, dis-nous où tu es. Nous logeons chez ta tante Linda temporairement, mais ce n'est pas une solution durable. Nous avons besoin de savoir que tu es en sécurité. Nous devons comprendre pourquoi tu nous as abandonnés de la sorte. Je n'ai pas répondu. De la part de papa, ta mère est folle d'inquiétude. Peu importe ce qui te met en colère, nous pouvons en discuter. Mais disparaître sans un mot, c'est cruel et immature. Tu nous dois au moins une explication. Je n'ai pas répondu. De la part de Madison, je sais que tu penses punir maman et papa, mais tu prouves simplement à quel point tu as toujours été égoïste. Ils ont tout sacrifié pour toi, et c'est ainsi que tu les remercies. En fuyant quand ils ont besoin de toi. Tu es pathétique. À celui-là, j'ai répondu, juste avec 3 mots, la projection, c'est moche. Elle n'a pas répondu. Après un mois de silence, ma mère a envoyé un email plus long. Le ton se voulait contrit, et elle essayait d'expliquer leur version des faits. Ashley, je comprends maintenant que nous aurions dû demander ton avis, au lieu de t'annoncer que nous allions emménager. C'était présomptueux et injuste. Mais tu dois comprendre dans quelle situation nous nous trouvions. Les créanciers de Madison menaçaient de la poursuivre en justice. Si nous ne payions pas ses dettes, elle risquait d'aller en prison. Que étions-nous censés faire? Laisser notre fille aller en prison. L'email continuait en détaillant les divers désastres financiers de Madison. Des dettes de cartes de crédit dues à une addiction au shopping. Un système pyramidal raté dans lequel elle avait massivement investi. Des prêts personnels contractés auprès de prêteurs douteux, qui exigeaient maintenant un remboursement avec intérêt. Le total avoisinait en réalité les 90 000 €, et non les 75 000 que Madison avait admis. Nous avons vendu la maison parce que c'était notre seul bien de valeur. Nous pensions que toi, en tant que notre autre fille, tu comprendrais les obligations familiales, et que tu nous aiderais dans cette épreuve. Nous n'aurions jamais imaginé que tu fuirais. Au lieu de prendre tes responsabilités. J'ai sauvegardé cet email dans un dossier nommé « Archives familiales » et je n'ai pas répondu. Ils avaient fait leur choix. Ils avaient préféré donner la priorité au désastre auto-infligé de Madison, plutôt qu'à leur propre stabilité financière. C'était à eux de vivre avec cette décision, ce n'était pas à moi de la réparer. 3 mois après le début de ma nouvelle vie à Portland, j'ai enfin réglé la situation de la maison. J'ai contacté une agence de gestion immobilière, je leur ai fait tout inspecter et photographier, puis je l'ai mise en location. Elle a été occupée en l'espace de 2 semaines par un charmant couple de trentenaires, qui en ont pris grand soin. Les revenus locatifs couvraient mon prêt immobilier, et me fournissaient même un petit matelas de sécurité. J'aurais pu la vendre et couper les ponts complètement. Cependant, la garder me donnait l'impression de conserver une minuscule bouée de sauvetage vers mon ancienne vie. Juste au cas où cette nouvelle existence ne fonctionnerait pas. Mais, cette nouvelle vie fonctionnait bien mieux que je ne l'avais imaginé. Je m'étais fait des amis par le biais d'un groupe de randonnée. J'avais commencé à fréquenter quelqu'un rencontré dans un café. Pour couronner le tout, j'étais sincèrement heureuse, d'une manière que je n'avais plus ressentie depuis des années. Portland m'allait comme un gant. La pluie, la verdure, ainsi que la culture locale. Il y avait tous ces gens, eux aussi venus ici pour se réinventer. Je ne sais comment, mais Madison a trouvé mon adresse. Elle avait probablement engagé un détective privé, ou convaincu quelqu'un de consulter les registres immobiliers. Une lettre est arrivée 6 mois après mon départ. Elle avait été fait suivre depuis ma maison de location, par l'agence immobilière. La lettre faisait 8 pages. Elle était manuscrite, et pleine de fureur. Madison y étalait tous mes péchés. D'avoir abandonné la famille. D'avoir poussé nos parents dans la pauvreté. D'avoir ruiné ses chances de reconstruire sa vie. D'être égoïste, froide et insensible. Elle me tenait pour responsable de la dépression de maman, des problèmes de santé de papa, et de ses propres difficultés financières persistantes.
Tu aurais pu aider, écrivait-elle. Tu aurais pu les héberger pendant quelques mois, juste le temps qu'ils se remettent sur pied. Mais, au lieu de ça, tu t'es enfui comme une lâche. Tu as toujours cru que tu étais meilleur que moi, meilleur qu'eux. Et maintenant? Tu l'as prouvé. Tu te soucies davantage de ta précieuse indépendance que de ta famille. J'espère que tu es heureuse dans l'Oregon, pendant que nous autres souffrons à cause de tes choix. J'ai lu la lettre une seule fois. Puis, je l'ai brûlée dans l'évier de ma cuisine. J'ai regardé les pages se recroqueviller, noircir, et se transformer en cendres. J'ai laissé la fumée emporter ses accusations, ainsi que sa colère. Elle avait raison sur un point. Je me souciais effectivement plus de mon indépendance. Bien plus, en tout cas, que d'alimenter la dysfonction familiale qui avait défini mes 30 premières années. Et oui, j'étais heureuse. Sincèrement, et même étonnamment heureuse. 1 an après mon départ, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'avais débloqué ma famille des mois plus tôt, me disant qu'assez de temps avait passé pour que le harcèlement ait cessé. Je ne reconnaissais pas ce numéro, mais il portait l'indicatif régional de ma ville natale. J'ai décroché. Allô, Ashley. C'est tante Linda. C'était la sœur de ma mère, celle chez qui ils avaient logé temporairement. Bonjour, tante Linda. Est-ce que tout va bien? Je voulais te faire savoir que tes parents vont mieux. Ils ont trouvé un appartement qu'ils peuvent se permettre de louer. Ils vont utiliser leurs prestations de sécurité sociale combinées. Et la pension de ton père. Ils quittent ma maison le mois prochain. C'est une bonne nouvelle. Je suis heureuse qu'ils soient retombés sur leurs pieds. Vraiment? Le ton de Linda était tranchant. Parce que tu les as laissés sans abri, et tu avais l'air de t'en moquer royalement. Ils se sont eux-mêmes mis à la rue. Quand ils ont vendu leur maison pour payer les dettes de Madison. Ce n'est pas moi qui ai fait ce choix. Ce sont eux. Ils avaient besoin d'aide. Ils avaient surtout besoin d'arrêter de cautionner Madison. Il y a une différence. Un silence s'est installé. Puis, Linda a soupiré. Tu as probablement raison. Je l'ai vu les manipuler pendant des années. C'était juste le plus gros exemple en date. Mais Ashley, ce sont tes parents. Ne penses-tu pas que tu leur dois quelque chose? Je leur dois l'enfance qu'ils m'ont offerte, qui était globalement heureuse. En revanche, je ne leur dois pas ma vie d'adulte. Ni ma stabilité financière, ni ma santé mentale. Ils ont fait des choix. J'ai fait les miens. Et nous vivons tous avec les conséquences. C'est une façon très froide d'envisager la famille. Peut-être. Ou bien. C'est peut-être la seule façon de survivre à une famille qui vous voit comme un fonds d'urgence, plutôt que comme une personne. Linda n'avait rien à répondre à cela. Nous avons discuté encore quelques minutes de sujets neutres, puis nous avons raccroché. Je me suis senti perturbé pendant quelques heures après cet appel. Mais pas coupable. Éprouver de la culpabilité aurait signifié croire que j'avais fait quelque chose de mal. Or, ce n'était pas le cas. Je m'étais simplement protégé. Ça, ce n'était jamais mal, peu importe ce que ma famille pouvait en penser. La responsable des ressources humaines, qui m'avait appelé pour mon nouvel emploi, m'a interrogé avec désinvolture sur ma situation professionnelle d'alors. Je vois qu'il y a un vide sur votre CV depuis votre dernier poste. Y êtes-vous toujours employé? Non, je suis parti il y a 2 semaines. Une urgence familiale m'a obligé à déménager sur le champ. J'espère que tout va bien maintenant. Les choses s'arrangent un peu plus chaque jour. Ai-je répondu. Et c'était vrai, d'une manière qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Le travail a commencé le lundi suivant. J'ai aménagé un bureau à domicile, dans la 2e chambre de mon appartement. J'ai acheté un bureau convenable, une chaise ergonomique, et je me suis jeté à corps perdu dans le travail. C'était avec une intensité qui m'a moi-même surprise. Être productive, et être valorisé pour mes compétences. Recevoir un salaire qui n'appartenait qu'à moi, et qui n'était pas affecté aux urgences familiales. Tout cela me paraissait révolutionnaire. Mon ancien employeur a appelé, une semaine après ma disparition. La directrice des ressources humaines, qui semblait agacée et confuse, a laissé un message vocal. Elle demandait où j'étais passé, et si j'avais l'intention de revenir, ou bien si je démissionnais. J'ai rappelé pendant leur pause déjeuner,
en espérant tomber sur la messagerie vocale. À la place, je suis tombé directement sur elle. Ashley, où êtes-vous passé? Vous avez manqué une semaine de travail, sans même nous appeler. Je m'excuse pour le manque de préavis. J'ai eu une urgence familiale, qui a nécessité un déménagement immédiat. Je vous appelle pour démissionner officiellement. Avec effet immédiat. Avec effet immédiat? Vous ne pouvez pas juste abandonner votre poste. Je comprends que ce soit dérangeant. Je serai ravi de vous aider à faire la transition de mes projets à distance, si besoin. Cependant, je ne retournerai pas au bureau. Il y a eu un long silence. Est-ce que ça va? Ça ne vous ressemble pas du tout. L'inquiétude dans sa voix a presque fissuré mon calme apparent. Sarah avait été une bonne supérieure. Elle avait milité pour mes augmentations, et pour mes promotions. Elle ne méritait pas d'être plantée là. Je vais bien. Mieux que je ne l'ai été depuis longtemps, à vrai dire. J'avais juste besoin d'un nouveau départ. Et parfois, cela implique de couper les ponts brusquement, avant d'avoir le temps de s'en dissuader soi-même. Eh bien, je suis désolé de vous perdre. Vous étiez l'une de nos meilleures employées. Si jamais vous voulez revenir, je ne reviendrai pas. Mais j'apprécie la proposition. Après avoir raccroché, j'ai pleuré pendant 20 minutes. Non pas parce que je regrettais d'être parti. C'était simplement le dernier fil qui me rattachait à mon ancienne vie, et il était maintenant complètement sectionné. Désormais, il n'y avait plus de retour en arrière possible, même si je le voulais. Pourtant, je ne le voulais pas. C'était ça, le plus surprenant. Certaines choses me manquaient. Mon café préféré. Le sentier de promenade près de mon ancienne maison. La familiarité d'une vie que j'avais bâtie au fil des années. Mais l'anxiété constante, elle, ne me manquait pas. Cette peur de savoir quand éclaterait la prochaine crise familiale. Qui aurait besoin d'argent? Ou quelle urgence allait me forcer à tout laisser tomber? Mon premier salaire de ce nouveau travail est arrivé sur mon compte en banque. Je suis resté assise, à fixer la notification de dépôt pendant une bonne minute. C'était de l'argent qui était totalement, et entièrement, à moi. Plus personne ne savait combien je gagnais. Personne ne pouvait calculer ce que je pouvais me permettre de leur donner. Personne ne pouvait me faire culpabiliser d'avoir des économies, pendant que galérais. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une caisse d'épargne locale. J'y ai transféré tout l'argent de mes anciens comptes, puis je les ai fermés. Si ma famille parvenait, d'une manière ou d'une autre, à accéder à mes anciennes données bancaires, ils ne trouveraient plus rien. Encore un fil coupé. Nathalie m'envoyait des nouvelles par email, dépeignant une situation de plus en plus chaotique là-bas. Tes parents ont conclu la vente de leur maison hier. Ils ont mis la plupart de leurs affaires dans un garde-meubles, et vivent désormais chez Linda. Ton père a l'air d'avoir pris 10 ans, Ashley. Ta mère a pleuré pendant tout le déménagement. Madison est venue pour aider. En réalité, elle a juste pris un tas de meubles pour son appartement, affirmant qu'elle le méritait bien, vu que c'est elle qui est en difficulté. Linda m'a rappelé. Elle n'en peut plus d'héberger tes parents. Apparemment. Ton père n'arrête pas de faire des commentaires. Il dit à quel point tu as été une déception. Qu'ils t'ont mieux élevé que ça. Que la famille devrait passer avant tout. Linda a fini par craquer. Elle lui a balancé que, peut-être. S'il avait posé des limites à Madison il y a des années au lieu de tout lui céder, rien de tout cela ne serait arrivé. Il ne lui adresse plus la parole depuis 3 jours. Ils vivent dans sa maison. Plongés dans un silence hostile. Grande nouvelle. Madison s'est fait expulser de son appartement. Aux surprises, elle n'avait pas payé son loyer pendant 3 mois. Elle a demandé à tes parents de payer. Et ils ont refusé. Ils n'ont plus un sou. Elle a piqué une crise monumentale. Elle les a accusés de t'avoir choisi toi, plutôt qu'elle. Ta mère lui a fait remarquer que tu n'étais même pas là. Et Madison a répondu, c'est exactement ça. Tu les as abandonnés. Alors ils devraient avoir de l'argent pour m'aider, moi. La logique ne tient pas debout. Mais depuis quand Madison est-elle logique? Madison vit maintenant chez son petit copain intermittent, Trevor. Tu te souviens de lui? Le gars qui profite d'elle depuis des années. Apparemment. Il lui a dit qu'elle ne pouvait rester que si elle payait la moitié du loyer.
Mais elle n'a pas cette moitié de loyer. Alors, elle fait des petits boulots au noir. Et elle n'arrive jamais à joindre les deux bouts à la fin du mois. L'ironie d'être exactement dans la même situation que celle où elle a plongé tes parents semble lui échapper complètement. Je lisais ces nouvelles avec un étrange détachement. C'étaient les personnages d'une histoire dont j'avais fait partie autrefois. Pas des personnes dont les problèmes exigeaient mon intervention. C'était comme regarder une série télévisée dans laquelle je m'étais investi, mais dont j'avais fini par me désintéresser. Ma vie à Portland continuait de se développer. J'ai rejoint un club de lecture dans une librairie indépendante du quartier. J'y ai rencontré des gens qui ne savaient absolument rien de mon histoire familiale. Lorsqu'ils me posaient des questions sur mon passé, je leur donnais la version allégée. J'avais grandi dans le Midwest. J'avais travaillé dans le monde de l'entreprise pendant un moment. Puis j'avais décidé que j'avais besoin de changement, alors j'avais déménagé ici pour un nouveau départ. Personne n'a insisté pour avoir plus de détails. Portland regorgeait de gens venus prendre un nouveau départ. Mon histoire n'avait rien d'inhabituel. J'ai rencontré Devon lors d'une sortie de groupe de randonnée, 3 mois après mon arrivée. Il était ingénieur logiciel, et avait déménagé de la Californie vers Portland 2 ans plus tôt. Lui aussi fuyait un drame familial, sur lequel il ne s'étendait pas. Nous nous sommes rapprochés sur notre statut de réfugiés de nos passés respectifs, et sur notre amour commun pour les librairies les jours de pluie. Lors de notre 3e rendez-vous, il m'a posé des questions sur ma famille. Est-ce que tes parents te rendent visite? Tu as des frères et sœurs? Non, nous ne sommes pas en contact. C'est compliqué. La famille l'est souvent. Mes parents ne m'ont pas parlé depuis 18 mois. J'ai refusé de prêter de l'argent à mon frère. Pour sa 6e tentative d'entreprise vouée à l'échec. Comment as-tu surmonté la culpabilité? Grâce à la thérapie. Principalement. Et en réalisant que je ne suis pas responsable de régler les problèmes que je n'ai pas créés. Mon frère a 40 ans. S'il n'arrive pas à comprendre comment maintenir une entreprise à flot après 6 tentatives, il devrait peut-être trouver un emploi normal. Au lieu d'attendre que la banque familiale continue de financer ses fantasmes d'entrepreneur. Qu'ont dit tes parents quand tu as refusé? Que j'étais égoïste. Que la famille est censée s'entraider. Que je regretterais d'avoir choisi l'argent plutôt que nos liens. Le manuel classique pour te faire culpabiliser. Et le regrettes-tu? Devon est resté silencieux un moment, considérant sérieusement la question. Parfois, je regrette la perte de la relation que j'aurais aimé que nous ayons. Mais je ne regrette pas de m'être protégé de la relation que nous avions réellement. Il y a une différence. Cette conversation a déclenché quelque chose en moi. Je portais depuis longtemps une sourde culpabilité vis-à-vis de mes parents. J'avais l'impression d'avoir peut-être réagi de façon excessive. Peut-être que j'aurais dû au moins leur parler avant de disparaître. Mais la vision de Devon m'a aidé. Je ne regrettais pas de m'être protégé de la relation que nous avions réellement. Mes parents voulaient une fille qui sacrifierait sa propre stabilité pour réparer leurs erreurs. Moi, je voulais des parents qui ne me mettraient pas dans une telle position. Nous voulions des choses totalement incompatibles. Mon départ était la seule façon de résoudre cette incompatibilité. 4 mois après ma fuite, j'ai enfin répondu à l'un des emails de ma mère. Non pas par obligation. C'était parce que j'étais enfin assez stable pour échanger avec eux, sans me laisser aspirer de nouveau dans leur orbite. Maman. Je suis en sécurité et je vais bien. Je comprends que tu sois déçue par mes choix, mais ils étaient nécessaires pour mon bien-être. Je ne reviendrai pas, et je ne fournirai aucun soutien financier. J'espère que papa et toi trouverez un logement stable. Et que vous découvrirez une voie durable pour l'avenir. Je ne suis pas la solution à vos problèmes, et je n'aurais jamais dû l'être. Prenez soin de vous. Ashley. Sa réponse est arrivée dans l'heure. C'était un long email rempli de blessures, d'accusations, et de supplications pour que je reconsidère ma décision. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai archivé sans y répondre. J'avais dit ce qui devait l'être. Un engagement supplémentaire n'aurait fait que relancer le cycle. Madison a tenté une approche différente. Elle a créé une fausse adresse email, puis s'est fait passer pour une amie commune du lycée, me demandant si je voulais reprendre contact. Son style d'écriture l'a immédiatement trahi. Madison n'avait jamais réussi à dissimuler cette forme d'exigence affective agressive, qui lui était si particulière.
J'ai répondu, Madison, je sais que c'est toi. Arrête d'essayer de te frayer un chemin dans ma vie par la manipulation. Je ne te donnerai ni argent, ni information, ni accès à ma vie. Passe à autre chose. Elle n'a pas répondu à mon email. Cependant, elle a publié un long coup de gueule sur Facebook, s'insurgeant contre les frères et sœurs ingrats, qui abandonnent leur famille dans le besoin. Plusieurs de nos connaissances communes ont commenté pour la soutenir, ignorant de toute l'histoire. Je n'ai ni réagi, ni corrigé sa version des faits. Qu'ils croient tout ce que Madison leur racontait. Leurs opinions n'affectaient plus ma vie. Mon bail a expiré 6 mois après mon arrivée à Portland. Au lieu de le renouveler, j'ai commencé à chercher des maisons à acheter. J'ai utilisé la valeur nette de ma propriété locative, restée là-bas. Elle avait pris pas mal de valeur, et les locataires remboursaient mon prêt immobilier. Cela m'a permis de verser un acompte sur un petit bungalow de style Craftsman, situé dans un quartier tranquille. Le jour où j'ai conclu l'achat de la maison, je me suis assise sur les marches du porche d'entrée, et j'ai pleuré. Des larmes de joie, cette fois. Cette maison était à moi, d'une manière que la précédente ne l'avait jamais été. J'avais toujours eu l'impression que mon ancienne maison pouvait être envahie. Comme si ma famille pouvait débarquer, et s'y imposer. Cette maison-ci se trouvait dans une ville dont ils ignoraient mon adresse. Elle était dans un état qu'ils n'avaient jamais visité, et protégée par des limites que j'avais enfin appris à faire respecter. Nathalie a pris l'avion pour m'aider à emménager. Elle a apporté des cadeaux de pendaison de crémaillère, ainsi que son soutien moral. Nous avons passé un week-end à peindre des murs, accrocher des rideaux, et assembler des meubles IKEA. Tout cela, en buvant du vin et en riant. Tu as l'air différente, a observé Nathalie, alors que nous montions une bibliothèque. Plus légère, comme si tu ne portais plus tout le poids du monde sur tes épaules. Je ne porte plus leur poids à eux. Il s'est avéré que c'était l'essentiel. Est-ce qu'il te manque? Tes parents, je veux dire, pas Madison. Les parents que je pensais avoir quand j'étais plus jeune me manquent. Ceux qui, je le croyais, me protégeraient et me soutiendraient inconditionnellement. Mais ces parents-là n'ont jamais existé. Ils posaient toujours des conditions. Et la condition principale, c'était que je fasse passer les besoins de Madison avant les miens. Les parents que j'ai réellement eus ne me manquent pas, c'est à la fois incroyablement triste, et incroyablement sain. La guérison prend parfois des formes étranges. Lors de mon premier Noël à Portland, j'ai été invité à la réunion de famille de Devon. Ses parents organisaient la fête, malgré la brouille avec son frère. Devon voulait ma présence pour le soutenir moralement. Tu n'es pas obligé de venir si c'est trop lourd à porter, a-t-il dit. Je sais que les histoires de famille sont compliquées pour toi. Est-ce que ton frère sera là? Non, il est banni depuis l'an dernier. Il a essayé de voler les bijoux de ma mère pour les mettre au clou. Et s'en servir de capital pour son entreprise. Alors je viendrai. J'aimerais beaucoup rencontrer ta famille. Le rassemblement était en petit comité, et étonnamment sain. Les parents de Devon étaient chaleureux et accueillants. Sa sœur était drôle et gentille, et personne n'a posé de questions indiscrètes sur mon passé ou ma famille. À un moment donné, la mère de Devon a mentionné qu'ils étaient ravis que je sois là. Que Devon semblait plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années. Il n'est plus aussi stressé, a-t-elle dit. Je pense que tu as une bonne influence sur lui. Je pense que nous sommes bons l'un pour l'autre. Nous comprenons les limites de chacun. Elle a souri d'un air entendu. Les limites sont importantes. J'aurais aimé que nous enseignions cela à notre fils plus tôt. Les choses auraient peut-être tourné autrement. Vous ne pouvez pas contrôler ce que deviennent vos enfants, ai-je répondu. Vous ne pouvez contrôler que la façon dont vous réagissez à leurs choix. C'est très sage, et très difficile à mettre en pratique, en réalité. Je suis en train de l'apprendre avec ma propre famille. Après le dîner, Devon et moi nous sommes promenés dans le quartier de ses parents, en regardant les décorations de Noël. Merci d'être venu ce soir, a-t-il dit. Je sais que ça a dû être étrange de te retrouver dans une réunion de famille, après tout ce qui s'est passé avec la tienne. C'était plutôt agréable, en fait. Les membres de ta famille ont vraiment l'air de s'apprécier. La plupart du temps. Nous avons nos propres dysfonctionnements. C'est juste un genre différent du tien. Toutes les familles sont dysfonctionnelles à leur façon. La question est de savoir s'il s'agit d'un dysfonctionnement gérable. Ou bien de celui qui vous consume.
Et le tien était du genre qui consume. Oui, mais je m'en suis sorti avant qu'il ne me consume complètement. Nous avons marché un moment, dans un silence apaisant. Puis, Devon a dit, je suis heureux que tu aies fini à Portland. Heureux que tu aies pris cet avion, et que tu aies tout recommencé. Moi aussi. C'est la meilleure décision impulsive que j'ai jamais prise. Cette dernière partie montre vraiment la différence entre fuir, et construire réellement quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas juste fui, vous avez reconstruit. Vos parents s'attendaient à emménager chez vous, sans demander la permission. Vous ont-ils jamais vu comme une personne indépendante, ou bien simplement comme une roue de secours? On a l'impression qu'ils n'ont jamais mis à jour leur façon de vous percevoir, une fois devenus adultes. Votre choix de partir sur l'instant. Était-ce du courage, ou de l'évitement? Honnêtement, je pense que c'était les deux. Mais dans votre cas, la fuite était peut-être la seule façon d'imposer une limite. Le fait que Madison vous blâme pour tout. Pensez-vous qu'elle y croit sincèrement, ou qu'elle ait juste besoin d'un bouc émissaire? Mon avis, elle sait, à un certain niveau, que de vous rejeter la faute est bien plus facile que d'assumer ses responsabilités. 2 ans après le texto qui a tout changé, je vivais une vie que je n'aurais jamais cru possible. Mon emploi en télétravail avait débouché sur une promotion. J'avais acheté une petite maison à Portland. Et je l'avais vraiment achetée, avec un prêt immobilier à mon seul nom. Elle se situait dans une ville, où ma famille ne risquait pas de passer à l'improviste. J'étais dans une relation sérieuse. Une relation avec quelqu'un qui respectait mes limites, et qui ne pensait pas que les obligations familiales signifiaient tolérer la maltraitance. Madison envoyait encore des emails occasionnels pour tenter de reprendre contact. C'était généralement pendant les fêtes, ou quand elle avait besoin d'argent. Je ne répondais jamais. Mes parents envoyaient des cartes d'anniversaire à ma maison en location, puisqu'ils ignoraient toujours mon adresse à Portland. Ces cartes contenaient des messages génériques, sans aucune mention de notre rupture. Je ne répondais pas à cela non plus. Nathalie est venue me rendre visite. Elle a pris l'avion pour un long week-end, afin de découvrir ma nouvelle vie. Nous avons fait de la randonnée dans les gorges du fleuve Columbia. Nous avons bu trop de vin dans un vignoble, et nous sommes restés éveillés très tard, pour parler de tout ce qui s'était passé. Est-ce que tu le regrettes, parfois, a-t-elle demandé. D'avoir tout laissé derrière toi comme ça. Parfois, je regrette la façon dont je m'y suis prise. Le mensonge concernant la vente de la maison. Le vol de nuit dramatique. Mais d'être parti, non, jamais. Ce texto a été l'électrochoc dont j'avais besoin. Si j'étais resté. Si je les avais laissés s'installer. J'y serais encore. Je serais toujours noyé dans leurs problèmes. À croire qu'être une bonne fille, cela signifiait me sacrifier pour des gens qui ne feraient jamais la même chose pour moi. Que penses-tu qu'il se serait passé si tu étais resté? J'y ai réfléchi. Ils auraient emménagé temporairement. Madison aurait suivi dans le mois, puisqu'elle aurait été expulsée, ou aurais-tu besoin d'un endroit où rester juste pour quelques semaines? J'aurais fini par subvenir aux besoins de tous les trois. Alors qu'ils n'auraient fait aucun effort pour changer la situation. Mes économies se seraient évaporées. Ma santé mentale aurait plongé. Et finalement, j'aurais tout de même perdu la maison. En effet, je n'aurais jamais pu me permettre d'entretenir 4 adultes sur un seul salaire. Donc, tu t'es sauvé toi-même. Je me suis sauvé moi-même. Et de leur côté, ils vont tous bien. Maman et papa ont un appartement. Madison reste Madison, elle sème toujours le chaos, et trouve sans cesse des gens pour la tirer d'affaire. La fin du monde n'a pas eu lieu. Et ce, juste parce que j'ai refusé d'être l'agneau sacrificiel de la famille. Nathalie a levé son verre de vin, à l'instinct de survie. Au vol sans retour. Et au nouveau départ. J'ai trinqué en cognant mon verre contre le sien, à la liberté. Mes parents m'avaient envoyé un texto, à 20h47 un mardi. Ils m'annonçaient qu'ils avaient vendu leur maison pour payer les dettes de ma sœur, et qu'ils emménageaient chez moi le lendemain. J'ai répondu que j'avais vendu la mienne aussi, puis j'ai réservé un vol aller simple vers la côte. 15 minutes plus tard, ma sœur appelait en hurlant. Je lui ai alors dit la vérité, celle qu'elle refusait d'entendre. Leur crise n'était pas mon urgence. Leur choix n'était pas ma responsabilité. Leur culpabilité n'était pas mon fardeau. Ensuite, j'ai raccroché. J'ai pris cet avion.
Et je me suis bâti une vie où je pouvais enfin être une personne à part entière, plutôt que la solution aux problèmes des autres. 2 ans plus tard, je n'en regrette pas un seul instant. Ni ce vol impulsif, ni les ponts coupés. Ni les membres de ma famille, qui pensent que je suis froide et égoïste, simplement parce que je suis heureuse. Vraiment, et sincèrement heureuse. Et cela vaut bien plus que toutes les obligations familiales au monde. Ils voulaient que je les sauve des conséquences qu'ils avaient eux-mêmes engendrées. Au lieu de cela, je me suis sauvé des ruines de leur propre choix. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise.